Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour le lancement d'un événement qui nous tient particulièrement à cœur après, on va dire, 18 mois, un an de travail important. Au nom effectivement des deux institutions auxquelles j'appartiens et aussi au nom du comité de pilotage et du comité scientifique, bienvenue et ravie de vous retrouver pour ce lancement de l'Observatoire Palombe-Asthme-Sévère. Ce soir, c'est effectivement un jour important. Merci à tous de vous être libérés parce qu'on sait qu'on est dans un contexte qui est quand même pas facile, dans un contexte de pandémique compliqué. Donc, merci à tous d'avoir fait l'effort de vous libérer ce soir et on espère bien sûr que les questions seront nombreuses. Voilà, et donc je vais sans plus tarder repasser la parole à Adrien pour la Fondation Bordeaux Université. Merci beaucoup, Chantal. Alors, au nom de la Fondation Bordeaux Université, je tenais à vous dire que nous étions très heureux d'accompagner cette communauté de pneumologues libéraux et hospitaliers du Grand Sud-Ouest. J'ai envie de dire que cette histoire, elle a commencé en fait il y a 10 ans à peu près, avec la mise en place d'un premier observatoire sur une autre pathologie respiratoire, la BPCO, observatoire qui compte aujourd'hui parmi les cohortes de référence à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Nous étions donc très enthousiastes à l'idée d'être impliqués sur une nouvelle démarche transposée aux patients asthmatiques sévères lorsque ce projet nous a été présenté par sa coordinatrice, le professeur Chantal Harrison. Et je tenais à m'exprimer au nom des 5 mécènes sans qui cette nouvelle aventure n'aurait pas été possible. Voilà, ces 5 mécènes qui donc soutiennent sur le plan institutionnel cet observatoire et qui sont AstraZeneca, Chiesi, GSK, Novartis et Sanofi. Ces 5 laboratoires pharmaceutiques sont impliqués au quotidien pour développer des thérapies toujours plus innovantes permettant d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients asthmatiques sévères. Mais ces 5 laboratoires pharmaceutiques soutiennent par ailleurs des initiatives hospitalo-universitaires du territoire, comme celle qui sera présentée ce soir, et dans le respect de l'indépendance de ses promoteurs. Ça, c'est un élément très important. Grâce à leur contribution, à leur participation, qui s'inscrit dans le cadre du mécénat, nous avons pu structurer dans de très bonnes conditions l'observatoire en montant une équipe dédiée au projet, en développant une plateforme en partenariat avec la société MCI Service. Voilà. Sans eux, cette belle aventure n'aurait pas été possible. Et je tenais donc à remercier très chaleureusement leurs représentants qui sont à nos côtés ce soir. Je vais commencer par citer Emmanuel Alibert pour Novartis, Stéphanie Chemla-Sédou pour GSK, Arnaud Le Servoisier pour Sanofi, Marie-Ange Peretti pour Chiesi et enfin Laura Pilot pour AstraZeneca. Je vais m'arrêter là car nous avons préparé une courte vidéo présentant le dispositif Palombe-Asthme-Sévère et elle traduit, je l'espère, la démarche qui a été mise en place avec l'ensemble des partenaires qui sont impliqués et vous pourrez constater qu'ils sont très nombreux et merci à eux d'être présents à cette soirée.
maintenant à présent céder la parole à nos deux modérateurs qui sont les docteurs Laurent Nguyen de la clinique Saint-Augustin et le docteur Magali Dupuy-Grasset du CHU de Limoges. Merci d'être avec nous pour animer cette soirée. Bonjour à tous et merci d'être connectés à cet événement digital. Nous sommes très heureux avec Magali Dupuy-Grasset de vous accueillir pour cette réunion de lancement de la cohorte Palombe asthme sévère. Merci aux 5 mécènes qui soutiennent le projet Palombe asthme sévère depuis sa création. Et je tenais à remercier toute l'équipe de la Fondation Université de Bordeaux qui nous aide à mettre en forme ce projet. Un grand merci aux institutionnels pour leur soutien sans faille, l'Université de Bordeaux et l'ISPED, les universités de Toulouse, de Limoges, le groupe Chrysalis, la Fédération de pneumologie, la Fédération française de pneumologie, qui valide le projet comme un programme de certification pour les pneumologues, la SPLF, l'APSO et 2 nouvelles structures qui vont rejoindre prochainement le projet Palombe, le SAR, le syndicat de l'appareil respiratoire, et l'association Asthme et Allergies pour les patients. Un grand merci aux représentants des établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés, pour leur engagement dans la recherche clinique, les CHU de Bordeaux, Toulouse et Limoges, le centre Tokyo-Eder à Cambo, le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, le centre hospitalier de Libourne et les cliniques Elsan à Récy et Saint-Augustin. Un grand merci aux pneumologues pour leur temps et leur motivation. Nous regroupons les pneumologues dans tous leurs modes d'exercice publics et privés, hospitaliers, CHU et libéraux. Comme vous le constatez, nous assistons à une convergence de tous les acteurs pour faire de ce projet un succès, les patients, les soignants, les établissements, les industriels et les institutions. Nous avons autour de la table les représentants des soins, de l'enseignement et de la recherche médicale. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle réunion. Merci à tous les intervenants pour leur présentation et je vais passer la parole à Magali Dupuy-Grasset pour vous parler du programme de cette réunion. Merci Laurent, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être ici ce soir également pour le lancement de ce beau projet et grand partenariat. Donc en fait, je vais vous présenter succinctement le programme. Tout d'abord, le professeur Laurent Guilleminot du CHU de Toulouse nous parlera de qu'est-ce que l'asthme sévère pour qu'on puisse refaire le point tous ensemble. Le docteur Anaïs Grosier de Bordeaux, de la clinique Saint-Augustin, nous parlera de sa vision pour pouvoir améliorer et coordonner la prise en charge de l'asthme sévère. Et puis, le professeur Chantal Raérisson-Selgen de l'Université de Bordeaux, au CHU, nous présentera pourquoi une cohorte d'asthmatiques sévères dans le Grand Sud-Ouest. Et puis, en fait, nous échangerons tous ensemble. Vous pourrez poser vos questions sur le chat ou intervenir directement, mais nous prendrons toutes les questions et ces échanges. On vous propose de le faire à la fin du programme. Voilà. Donc, je vais passer la parole au professeur Guilleminot pour nous faire donc le point sur l'asthme sévère. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Vous avez déjà tout dit, donc ça va être difficile à mon tour de remercier les gens, mais juste un mot, c'est juste pour dire que en fait, c'est une suite logique parce que c'est vrai que dans la grande région sud-ouest, je dois dire que c'est surtout une grande famille, quoi. Alors bon, c'est toujours un peu, on a toujours l'impression que c'est un peu démagogue de dire ça, mais c'est la réalité. Et c'est vrai qu'on a une très bonne entente et je dirais que c'est un projet logique de par tous les pneumologues, mais également les asthmologues. C'est vrai que on échange beaucoup et je pense que de créer cette cohorte est vraiment une suite logique de notre entente. Alors bon, pour moi, je vais vous présenter ce que c'est l'asthme sévère et l'idée c'est d'échanger. Alors je tiens d'abord à m'excuser parce que malheureusement à 18h30 je vais être obligé de vous quitter, mais je participerai évidemment à la discussion qui aura lieu avant. Alors l'asthme, c'est une pathologie respiratoire chronique qui est secondaire à une inflammation des bronches. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente puisque on considère que dans le monde, on a 340 millions de personnes
qui sont atteintes d'asthme. En France, c'est selon des dernières données que Chantal connaît bien, que également Laurent Portel connaît bien, 6,4% de la population. Donc ça concerne énormément de patients. Alors après, évidemment, hein, tous ne sont pas sévères, mais on va voir que l'asthme sévère concerne quand même une bonne partie de ces patients. Alors, aujourd'hui, on sait que l'asthme, c'est pas une pathologie unique comme on a pu le décrire initialement, hein. Après, je vais pas refaire toute l'origine sémantique du terme asthme, mais c'est toujours très intéressant de voir comment il a été utilisé, tout ça, on pourra éventuellement en discuter, mais c'est aujourd'hui bien identifié comme une pathologie hétérogène, où il y a finalement des choses un peu différentes et des patients très différents, et qui est caractérisée par une inflammation chronique des voies respiratoires. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux cette inflammation aujourd'hui, il y a encore des choses à découvrir, mais globalement, on a fait beaucoup de progrès. Et c'est défini sur un plan clinique par des symptômes respiratoires tels que respiration sifflante, essoufflement, oppression thoracique, toux. Alors des symptômes qui ne sont pas très spécifiques et qui varient dans le temps et en intensité. Donc ça veut dire que c'est une pathologie qui est parfois difficile à appréhender. Et le diagnostic même d'asthme est parfois assez complexe. Vous allez voir que le diagnostic d'asthme sévère est également parfois un peu compliqué à appréhender. Alors, le traitement de l'asthme, vous connaissez sûrement toutes ces étapes hein, qui consistent à délivrer un traitement inhalé qui est basé sur la corticothérapie inhalée. Et puis, on a différentes étapes où on augmente progressivement le traitement quand le patient ne s'améliore pas. Et ensuite, on est amené à utiliser de fortes doses de traitement inhalé. Et vous allez voir que c'est à partir de là qu'on parle d'asthme sévère. Heureusement, la majorité des patients sont bien maîtrisés, bien contrôlés avec un traitement inhalé à bas ou niveau modéré, mais on a un certain nombre qui ont nécessité d'avoir recours à un haut niveau de traitement. Alors la définition est maintenant assez consensuelle. Alors moi, ça m'étonne toujours de voir une définition qui est basée sur le recours au traitement, c'est-à-dire que on définit l'asthme sévère sur la charge thérapeutique. Et comme je vous l'ai dit, c'est des patients qui ont besoin de fortes doses de corticoïdes inhalés plus un autre traitement de fond. Donc, ce sont 2 médicaments inhalés qu'on administre. Et puis, ou alors, ce sont des patients qui ont recours à des corticoïdes oraux au moins 6 mois par an. Donc, c'est vrai qu'on se bat de plus en plus contre l'utilisation de ces corticoïdes, mais ils ont été beaucoup prescrits, ils le sont toujours. Et quand on a recours à ces traitements-là, ça veut dire que l'asthme est sévère. Alors, ces traitements peuvent permet d'avoir un bon contrôle de l'asthme, mais certains patients, malgré ce traitement, ne sont toujours pas contrôlés. Donc, cette définition est basée sur la charge thérapeutique. Alors bon, ça peut paraître étrange, mais c'est la définition qui est aujourd'hui consensuelle pour qu'on puisse porter le diagnostic d'asthme sévère. Alors, ça reste un peu simpliste comme vision parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le diagnostic de l'asthme sévère doit d'abord passer par le diagnostic d'asthme. Et ça, c'est vraiment très difficile en pratique. C'est probablement l'étape la plus compliquée, en fait. Parce qu'on a pas mal de diagnostics différentiels. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais on peut être amené à en discuter. Mais globalement, c'est vrai que ça nous arrive régulièrement des patients qui nous sont référés pour un asthme sévère et qui finalement n'ont pas d'asthme. Et ça, c'est toute la difficulté. Et parfois, on n'a pas d'outils diagnostiques véritables. Certes, la spirométrie est très importante, nous aide beaucoup, notamment quand on a la réversibilité, ça nous aide beaucoup. Mais bien souvent, on ne l'a pas. Et dans ce cas-là, après, c'est surtout de la présomption sur les symptômes cliniques. Et donc, c'est assez limité. Et donc, il faut arriver à confirmer le diagnostic et puis explorer les gens suffisamment pour se dire, là, ça me paraît un peu étrange. Je vais continuer les explorations parce que le diagnostic d'asthme ne me paraît pas tout à fait dans les règles. Si le diagnostic d'asthme est parfaitement dans les règles, il faut éliminer les causes de mauvais contrôle, notamment une mauvaise technique d'utilisation des dispositifs inhalés. Le fait que les patients ne prennent pas leurs dispositifs inhalés, c'est quand même assez fréquent, hein, malheureusement, dans l'asthme. Et donc, il faut arriver à mieux éduquer les patients. Une fois que c'est fait, il faut arriver à dépister les comorbidités, les traiter. Il y en a un nombre extrêmement important. Là, je vous en ai mis quelques-uns, notamment la rhinite chronique, hein, qui est extrêmement fréquente
chez les patients asthmatiques, mais on a aussi l'obésité qui pose beaucoup de problèmes, dépression, anxiété. Bref, il faut avoir une prise en charge qui est globale du patient asthmatique parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et une fois qu'on a passé toutes ces étapes, si le patient a, comme je vous l'ai dit juste avant, un traitement de fond inhalé à forte dose, et dans ce cas-là, on peut classer dans la catégorie asthme sévère. Et donc tout ça, ça prend du temps parce que alors les recommandations disent 6 mois, et donc ça veut dire que parfois on y met un petit peu de temps. Et c'est vrai que bien souvent on dit il n'y a pas d'urgence à faire un diagnostic d'asthme sévère. Parfois il faut prendre un peu son temps. Bon, il y a des cas qui sont un peu exceptionnels, mais globalement moi ça m'arrive régulièrement de me laisser un petit peu de temps et de dire bon écoutez, je vous revois. Et c'est vrai que le temps nous aide à mûrir un peu le diagnostic et la réflexion concernant l'asthme sévère. Alors le diagnostic d'asthme, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours un peu honte en fait de montrer cette figure parce que c'est vrai que quand on compare par rapport à d'autres disciplines qui ont des outils diagnostiques extrêmement robustes, c'est vrai que nous, dans l'asthme, c'est parfois un peu limité. On a, alors, ça c'est la figure du GINA, mais c'est la figure qu'on utilise nous au quotidien. Est-ce qu'il y a des symptômes typiques d'asthme? Alors, je vous l'ai dit juste avant, les symptômes sont loin d'être typiques dans l'asthme, c'est souvent des symptômes non spécifiques. Bon, ok, il y a des symptômes potentiellement qui sont en faveur d'un asthme. Est-ce que l'examen clinique est en faveur d'un asthme? Là encore, souvent on est pris en défaut parce qu'on voit les patients en dehors des exacerbations et donc on n'a pas grand-chose, sauf les patients qui véritablement sifflent pendant la consultation, mais c'est quand même pas la majorité. Et puis, est-ce qu'ils ont une spirométrie qui est en faveur d'un asthme? Là encore, je vous l'ai dit, la spirométrie souvent nous aide, mais parfois, et quand on voit les patients en dehors des exacerbations, là encore, la spirométrie est parfois normale. Et donc, on aboutit à mettre en route un traitement de l'asthme. Et donc, le diagnostic de l'asthme en soi, c'est pas la glycémie du diabétologue, c'est pas l'échographie cardiaque du cardiologue, ou le BNP, c'est quelque chose qui relève du bon sens clinique. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une certaine expertise. Et puis, les diagnostics différentiels sont nombreux. Bon, les deux premiers, je pense que c'est vraiment les plus compliqués en soi. Après, on a d'autres pathologies qui sont quand même assez rares et qui sont assez ponctuelles. Mais en tout cas, la dysfonction des cordes vocales et le syndrome d'hyperventilation sont vraiment deux diagnostics qui nous posent énormément de problèmes en pratique. Je ne rentrerai pas dans les détails là, mais on pourra éventuellement en discuter. Alors, je ne suis pas sûr que ma vidéo marche. C'est un peu dommage. Bref, c'est le Dr House qui reçoit une patiente aux urgences. Alors, le Dr House, c'est quand même notre maître à tous. C'est le dieu de la médecine qui reçoit une patiente aux urgences. Vous connaissez sa passion pour les urgences. Et qui demande à une patiente de lui montrer l'utilisation du spray. Et en fait, elle utilise le spray en le vaporisant comme ça sur le cou. Le Dr House doit avoir quelques noms d'oiseaux parce que la patiente repart en l'insultant. Donc, c'est pas l'éducation thérapeutique, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire en pratique, mais ça montre bien toute la nécessité d'éduquer les patients vis-à-vis de leur dispositif parce que bien souvent, on porte à tort des diagnostics d'asthme sévère alors que le problème, c'est la technique et notamment l'inobservance, patients qui prennent pas leur traitement. Et puis, les comorbidités, c'est ce que je voulais dire, il faut éliminer les comorbidités. Alors, la rhinite chronique, en général, c'est assez parlant cliniquement. Les patients le verbalisent assez facilement, la gêne rhinosinusienne. Et après, on en a d'autres. Alors, le DB, c'est dysfunctional breathing, c'est le syndrome d'hyperventilation. Et ça, vous voyez, c'est 19 à 52% des asthmes sévères. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir un patient sur deux. Donc, moi, quand je vois des patients asthmatiques et que j'ai pas fait un diagnostic de syndrome d'hyperventilation, un patient sur deux, je me dis, j'ai dû en louper. La dyskinésie des cordes vocales également, le VCD, c'est la dyskinésie des cordes vocales, c'est beaucoup, beaucoup de patients. Après, les autres, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, le reflux, les dilatations de bronches, c'est des choses qui sont assez connues. Mais ces deux-là, moi, c'est un peu mon Hannibal Lecter à moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma hantise, c'est de passer à côté parce que c'est des diagnostics qui sont extrêmement difficiles à faire. Et je pense que ça arrive malheureusement régulièrement de passer à côté. C'est pour ça qu'il faut être assez systématique. Et là encore, les outils diagnostiques sont parfois un peu pris en défaut et on a besoin de plus de sens clinique pour pouvoir les dépister. Alors la prévalence de l'asthme sévère, on a eu assez peu de données jusqu'à récemment. Ça, c'est une étude de 2009 qui disait que globalement, ça tournait autour de 10-15%. Il est hautement probable que ce soit un peu en dessous parce qu'il y a des études, notamment scandinaves, qui ont été faites et qui ont permis cette très jolie diapositive du GINA
qui dit que globalement, sur l'ensemble des patients asthmatiques, on en a 24% qui prennent un traitement inhalé de haut niveau, que parmi ces 24%, il y en a 17% qui ont des asthmes difficiles, c'est-à-dire sont des asthmes qui ont des comorbidités, qui ont des facteurs sur lesquels on pourrait jouer pour améliorer l'asthme. Et puis parmi ceux-là, parmi l'ensemble des patients, il y en a 3,7% qui ont un asthme sévère et qui ont véritablement la nécessité d'avoir un haut niveau de traitement. On a tout optimisé et on n'a malheureusement rien pu faire de plus et ils sont toujours sévères. Et parmi ceux-là, ils vont aussi avoir des patients qui restent malheureusement symptomatiques avec des exacerbations fréquentes. Et c'est ça qui nous pose le plus de problèmes en pratique. Alors, aujourd'hui, on sait très bien que l'asthme, c'est pas une maladie homogène, hein, c'est pas une maladie unique, c'est une maladie hétérogène avec des phénotypes différents. Alors, j'aime beaucoup cette figure qui est probablement fausse et un peu dépassée parce qu'elle a maintenant presque 10 ans, mais je trouve qu'elle fixe bien les idées sur entre l'apparition d'une pathologie dans l'enfance ou à l'âge adulte, le fait qu'on ait des mécanismes TH2, non TH2, et on voit bien qu'on a des pathologies différentes. On a des pathologies allergiques, hein, c'est quand même la majorité des patients asthmatiques et notamment asthmatiques sévères. On considère qu'ils sont entre 50 et 80% qui ont un asthme allergique. On a aussi les asthmes eosinophiles non allergiques, d'apparition plutôt tardive. Et c'est vrai que la commercialisation récente de certaines biothérapies ont permis vraiment d'améliorer le profil de ces patients-là. On a l'asthme de l'obèse, on a le bronchospasme à l'effort, qui est des asthmes qui sont le plus souvent légers à modérés. Bref, on a des multitudes de phénotypes différents et ça a une implication sur la clinique. Alors, asthme et atopie, ça, ce sont les données d'une étude sur l'omalizumab. On voit bien que quand on compare, par exemple, les adultes et les enfants, on voit que, par exemple, les enfants n'ont jamais de polypes dans cette étude-là, alors qu'un quart des patients adultes avec asthme sévère ont des polypes. On voit bien qu'on a des profils différents et au niveau atopie, on voit bien, par exemple, 37% des enfants ont une dermatite atopique, 27% ont une allergie alimentaire. Ça montre bien que ce profil allergique apparaît très tôt dans la vie et finalement s'estompe un peu avec l'âge adulte où on a des profils allergiques qui sont quelque peu différents. L'asthme eosinophile dont je vous ai parlé avec une apparition plutôt tardive, c'est tout à fait intéressant cette étude parce qu'ils ont regardé quels sont les facteurs qui sont associés avec un asthme eosinophile et ils ont le score de sinus qui est ici et les polypes nasaux qui sont ici, donc avec un facteur 3 et 4,3. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une association majeure entre la polypose nasale et l'asthme sévère et un profil très eosinophile. L'asthme de l'obèse, je suis obligé de vous en parler, hein, c'est un sujet qui moi, me tient à cœur, mais qui aussi pose d'énormes problèmes en pratique clinique, parce qu'on voit bien que ce sont des patients qui sont beaucoup plus sévères. Quand on compare les patients qui ont moins de 25 d'IMC et plus de 25, donc ce sont les patients plutôt en surpoids, on voit qu'ils consomment beaucoup plus de corticoïdes oraux, beaucoup plus de corticoïdes inhalés. Ils ont également beaucoup plus d'exacerbations. Alors, c'est pas le cas sur cette étude, mais en tout cas, c'est bien démontré dans d'autres études. Ils ont un déclin du VEMS qui est beaucoup plus important, notamment chez les hommes. Et on voit que ce sont des patients qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge en pratique. Et j'y reviendrai après, à la fin de la présentation, sur la prise en charge. Les comorbidités, mon message principal, c'est que c'est vrai que l'asthme sévère, c'est une pathologie où on s'intéresse beaucoup aux poumons, aux bronches, mais il n'y a pas que. Et les patients, la qualité de vie des patients passe par la prise en charge des comorbidités, et donc le reflux, l'obésité. L'obésité est probablement l'une des comorbidités les plus importantes. Et d'ailleurs, quand on regarde l'altération de la qualité de vie dans une étude qui est l'étude second souffle, on voit que les patients obèses sont ceux qui ont la qualité de vie la plus médiocre. Mais on a aussi l'atteinte rhinosinusielle, bref, des comorbidités dont je vous ai déjà parlé, et qui montrent bien l'importance d'arriver à bien caractériser ces patients. Et la cohorte d'asthme sévère est justement faite pour ça, pour arriver à mieux comprendre ces patients-là. Et c'est un enjeu majeur. La corticothérapie orale au long cours aussi, parce que je vous ai dit qu'on utilisait beaucoup les corticoïdes. Malheureusement, ça a des effets secondaires majeurs et on voit très bien que comparativement avec ce petit losange-là de patients avec des corticoïdes à très faible dose et des patients qui ont des corticoïdes à dose un peu plus élevée, on a des effets cardiovasculaires, métaboliques, psychiatriques, oculaires qui montrent bien qu'on a également des comorbidités liées à la corticothérapie orale. Alors, la physiopathologie est mieux connue. Comme je vous l'ai dit, on sait aujourd'hui que on a cette inflammation qui va aller partir de l'épithélium et aller activer
le système immunitaire et notamment activer les TH2 d'un côté et les ILC2 de l'autre, qui sont des cellules lymphoïdes, et à la sécrétion de nombreuses cytokines, IL4, IL13, l'IL5, on a l'IgE. Je vous parle de ça parce qu'on a des cibles thérapeutiques maintenant et on sait qu'on va pouvoir agir sur ces cibles cytokiniques. Alors, de plus en plus, on parle de l'inflammation de type 2. On sait que les asthmes sévères avec une inflammation de type 2 sont ceux pour lesquels on a le plus d'armes thérapeutiques. Et voilà, le GINA avait défini ce qu'était un asthme de type 2. Donc, ce sont des éosinophiles sanguins à plus de 150, un héno-exhalé à plus de 20, les éosinophiles dans l'expectoration, j'en parlerai pas parce qu'on ne le fait pas trop en pratique, et l'allergie. Et donc, le fait d'avoir un de ces critères-là montre bien que ce sont des patients qui ont un profil très particulier, avec une inflammation très particulière, pour lesquels on a des traitements extrêmement efficaces. Et ces traitements efficaces, je vais défiler un peu les animations, mais ces traitements efficaces, on a l'omalizumab qui est maintenant bien connu des pneumologues, des asthmologues, qui est utilisé depuis 2006 et pour lequel on a un recul extrêmement important et qui permet de traiter des asthmes allergiques avec une efficacité redoutable. On a également d'autres molécules que sont le baralizumab, le mepolizumab, qui sont des anticorps anti-IL5 et anti-IL5 récepteurs, donc qui agissent sur cette interleukine 5 et donc sur les éosinophiles, que sont le nucalelfazénra. Et puis on a le Dupixent avec le dupilumab, qui agit sur le récepteur à l'interleukine 4 et qui va inhiber l'interleukine 13 et l'interleukine 4. Et donc on a énormément d'armes thérapeutiques et j'avoue que c'est une chance pour nous médecins, mais une chance aussi pour les patients. Mais pour cela, il faut arriver aussi à mieux comprendre ces patients et encore une fois, la cohorte Palombe aura ce rôle. Alors, juste quelques diapos pour terminer, c'est que il faut pas oublier qu'il y a aussi nécessité d'une certaine expertise. Là, on est entre asthmologues et on sait très bien que des centres spécialisés, des plateformes dédiées permettent d'améliorer les patients. Ça, c'est une étude de 2016 dans l'ERJ qui a montré que quand les patients sont référés sur une plateforme, eh ben, on améliore significativement le score de contrôle de l'asthme, on améliore la qualité de vie, on diminue la dose de corticoïdes, même si là, c'est pas significatif. On sait très bien qu'on améliore la prise en charge des patients et donc il faut développer ce côté expert qui est indispensable et qui aussi passe par la collection de données. Et puis la prise en charge multidisciplinaire, ça aussi c'est très important. Ça, c'est une étude hollandaise qui a bien montré que quand il y avait une prise en charge multidisciplinaire, eh ben, ils amélioraient beaucoup mieux les patients. Et il ne faut pas oublier, je vous ai parlé de médicaments, mais il ne faut pas oublier toute cette intervention non pharmacologique avec la kiné, la réhabilitation respiratoire, le sevrage tabagique, la sophrologie, l'orthophonie, qui aident énormément. Et c'est une prise en charge qui doit être globale. Et je terminerai là-dessus en disant que l'asthme sévère, c'est une multidisciplinarité, c'est une convergence d'experts et ça passe aussi par une discussion des dossiers, mais par une collection des données. Et la cohorte Palombe asthme sévère est justement un cadeau parce que ça va permettre de mieux comprendre les patients qu'on prend en charge au quotidien. Et c'est le but de réunir toutes ces données ensemble. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette super belle présentation. Je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Vous avez une petite icône en bas de votre écran, converser ou discussion, et on prendra toutes les questions à la fin des 3 présentations. Donc, j'ai grand plaisir à vous présenter Anaïs Cosier, que je connais bien, qui connaît très bien l'asthme sévère, qui a travaillé longtemps au Centre d'investigation clinique et qui va nous parler de l'amélioration et comment coordonner la prise en charge de l'asthme sévère. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour moi aussi, c'est un très grand plaisir de participer aujourd'hui à cette réunion de lancement sur la cohorte Palombe asthme sévère. Voici ma diapositive de lien d'intérêt. Alors, dans un premier temps, je vais rapidement, parce que Laurent m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, vous rappeler la prise en charge et le parcours de soins que je qualifierais d'idéal dans l'asthme sévère, mais je vais être très synthétique. Donc, je m'appuierai bien sûr sur les recommandations internationales du GINA.
Puis, je passerai sur un rapide état des lieux de cette prise en charge, notamment en France, où on verra que les données sont plutôt parcellaires, avant de terminer sur les moyens d'améliorer et de mieux coordonner cette prise en charge. Alors, comme vous l'a dit Laurent, l'asthme est une pathologie chronique des voies aériennes qui se caractérise par une inflammation bronchique, une hyperréactivité bronchique et un remodelage des voies aériennes qui vont concourir à l'installation d'une obstruction bronchique qui plus souvent est réversible, mais qui peut parfois être fixée. Et cette obstruction va être responsable de symptômes qui sont variables dans le temps, mais aussi d'une intolérance à l'exercice et d'une altération de la qualité de vie, et particulièrement chez les asthmatiques les plus sévères. Alors, les profils évolutifs principaux de l'asthme sont la survenue de crises et d'exacerbations, un déclin de la fonction ventilatoire et le décès qui, fort heureusement, est devenu de plus en plus rare dans la maladie asthmatique. Alors, dans l'histoire de l'asthme, on va particulièrement s'attacher à rechercher ces exacerbations dont les triggers peuvent être multiples. Elles peuvent être déclenchées par les infections respiratoires comme les infections virales, peuvent être aussi déclenchées par l'exposition allergénique, mais aussi à des irritants bronchiques comme le tabac, la pollution, l'inobservance thérapeutique également lors de la grossesse qui représente en tant que tel un état qui a haut risque d'exacerbation. Alors pourquoi on s'attache particulièrement à traquer ces exacerbations dans le parcours d'un asthmatique? Parce que bien souvent, leur prise en charge thérapeutique va impliquer la prescription de cures de corticoïdes oraux avec leurs effets délétères à court ou à moyen terme, notamment lorsque ces cures sont répétées. Et par conséquent, les objectifs du traitement dans l'asthme, et ça, quel que soit son degré de sévérité, vont être d'obtenir un bon contrôle de la maladie asthmatique, c'est-à-dire une diminution des symptômes, améliorer la tolérance à l'exercice, la qualité de vie, diminuer les exacerbations, diminuer l'obstruction bronchique autant que faire se peut, diminuer la mortalité et puis surtout aussi diminuer les effets secondaires du traitement et notamment de la corticothérapie orale. Alors, dans la grande majorité des cas, les asthmes sont faciles à équilibrer, à contrôler, mais il faut savoir faire le distinguo entre un asthme difficile, d'une part, qui est un asthme non contrôlé, et d'autre part, ce que l'on appelle un asthme sévère, qui est un asthme difficile à contrôler, mais qui restera non contrôlé malgré une prise en charge optimale de 6 à 12 mois. Alors, cette prise en charge optimale, elle va nécessiter de vérifier systématiquement, Laurent vous l'a dit, différents points. Alors, ça paraît simple sur la diapositive, mais ce n'est pas toujours aussi simple en réalité. Donc, il va falloir éliminer les diagnostics, confirmer le diagnostic d'asthme qui est parfois porté à tort. Il faut vérifier l'observance du traitement, il faut s'assurer d'une prise en charge optimisée des comorbidités qui sont très fréquemment associées à l'asthme et notamment à l'asthme sévère. Il faut obtenir un sevrage tabagique chez les asthmatiques qui fument et il faut également contrôler l'environnement qui potentiellement est un environnement allergisant. Et ensuite, on adapte le traitement selon les paliers du GINA. Et bien sûr, cette prise en charge, elle va se réévaluer régulièrement sur le plan clinique, sur le plan de la fonction ventilatoire, d'où cette étape de 6 à 12 mois pour conclure un asthme sévère. Alors bien souvent, cette prise en charge, elle est effectuée en soins primaires, c'est-à-dire par le médecin généraliste, mais parfois aussi par le pneumologue, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un asthme difficile est potentiellement aussi un asthme sévère. Et par asthme sévère, d'après les recommandations internationales du GINA, Laurent vous l'a dit, c'est un asthme difficile qui restera non contrôlé après cette prise en charge optimale avec une puissance thérapeutique qui va associer des corticoïdes inhalés à forte dose, un deuxième contrôleur, c'est-à-dire un autre traitement inhalé, et parfois aussi une corticothérapie orale.
Et deuxième cas de figure, ça peut aussi être un asthme dont cette puissance thérapeutique ne pourra pas être baissée sous peine d'observer une déstabilisation du contrôle de l'asthme. Et donc, en pratique, cela correspond à des paliers 4 et 5 du GINA. Alors, dans ce cas de figure, ces asthmatiques sévères, il est fondamental de les adresser au pneumologue ou à un centre qui a une expertise dans l'asthme sévère. Pourquoi? Parce que là aussi, systématiquement, on va vérifier scrupuleusement ces différentes étapes de l'asthme difficile, mais surtout, on va procéder à un phénotypage de cet asthme sévère. Alors, pour être un petit peu schématique, ce phénotypage, on a vu qu'il y avait une hétérogénéité dans la maladie asthmatique, mais dans ce phénotypage, on va surtout s'attacher à caractériser l'inflammation bronchique en inflammation de type TH2 et en inflammation non TH2. En effet, ces dernières années, il y a eu des progrès considérables dans la prise en charge de l'asthme sévère et il est maintenant possible de proposer à ces patients des traitements innovants. Et dans les inflammations, dans les phénotypes de type TH2, on a maintenant recours aux biothérapies. Donc, la plus ancienne, celle sur laquelle on a le plus de recul, c'est l'omalizumab, qui est un anti-IgE. Ensuite, après sont arrivés les anti-L5, le mépolizumab, les anti-L5 récepteurs, le benralizumab, et puis plus récemment, le dupilumab, qui est un anti-L4 et L13. Et donc, ces biothérapies, dans l'asthme sévère, elles ont démontré qu'elles amélioraient de façon très significative le contrôle de l'asthme, la qualité de vie, qu'elles permettaient une réduction des exacerbations, que pour certaines d'entre elles, elles diminuaient l'obstruction bronchique et puis surtout, elles permettaient une épargne cortisonique et parfois un sevrage de la corticothérapie orale. Et dans les profils plutôt non TH2, il est aussi possible d'avoir recours à d'autres thérapeutiques, pharmacologiques ou non, comme les macrolides au long cours, c'est le Zithromax, ou la thermoplastie bronchique. Et de moins en moins fréquemment, on essaye de mettre ces patients sous corticoïdes oraux au long cours à faible dose. Et dans tous les cas de figure, j'y reviendrai, l'inclusion dans des protocoles de recherche clinique doit également être proposée à ces asthmatiques sévères. Alors maintenant, quelques données sur l'état des lieux de cette prise en charge, et notamment en France. Alors le premier constat, c'est qu'il existe un manque de données épidémiologiques concernant l'asthme sévère. Et par exemple, la proportion d'asthmatiques sévères en France n'est pas connue de façon précise. Alors, comme vous l'a dit Laurent, on estime que l'asthme sévère est une pathologie peu fréquente avec une prévalence qui est estimée en 6% des asthmatiques si l'on se réfère aux données de cette étude allemande qui était basée sur les prescriptions médicamenteuses en pharmacie, à environ 13%, si on cite Chantal, d'après les données issues de la cohorte européenne ECRHS. Donc ça souligne bien l'importance d'avoir des observatoires pour avoir des données épidémiologiques concernant l'asthme sévère. Deuxième constat, l'asthme sévère est encore responsable d'un handicap important et d'un retentissement majeur pour le patient. Et là, je vous présente ici des données françaises qui ont été publiées en 2019. L'asthme sévère est encore responsable d'une surmortalité par rapport à des patients non asthmatiques, même si la mortalité par asthme a diminué considérablement ces dernières années du fait des traitements de fond. L'asthme sévère est aussi responsable de coûts en termes de santé, de consommation de soins, que ce soit les hospitalisations, les consultations, l'impact financier qui est lié aux prescriptions médicamenteuses, à ces hospitalisations, à ces visites aux urgences, au bilan biologique. Ce sont ici aussi des données françaises récentes.
Troisième constat, l'asthme sévère est souvent donc associé à des prescriptions répétées de cures de corticoïdes oraux. Et comme vous pouvez le constater dans cette étude française, environ 60% des asthmatiques sévères vont recevoir au moins une cure de corticoïdes par an, avec une moyenne estimée à 3 cures par an et des extrêmes, ce qui est énorme, pouvant aller jusqu'à 10 cures par an. Or, on sait maintenant très bien et on est particulièrement vigilant sur ça. On s'amuse même à calculer les doses cumulées de corticoïdes oraux reçus par an par les patients, que ces cures répétées vont exposer à des surrisques de complications aiguës ou chroniques qui sont parfois sévères, d'autant plus que l'asthme, et notamment l'asthme sévère, est associé à de multiples comorbidités. Et pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, on va retrouver l'ostéoporose, le fer de bataille de Laurent, l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, et la corticothérapie orale, elle est susceptible de les aggraver. En Nouvelle-Aquitaine, si l'on se réfère aux données IQVIA qui étaient parues en 2018, qui étaient basées sur l'historique des prescriptions médicamenteuses, on estimait à 30% des asthmatiques sévères sous corticothérapie orale. Et à cette époque, en 2018, donc ça correspondait aussi au plein essor des biothérapies et notamment des anti-L5, seuls 11% des asthmatiques sévères étaient sous biothérapie. Alors, ces données soulignent de nouveau l'importance d'avoir des données épidémiologiques concernant ces asthmatiques sévères et notamment des données épidémiologiques concernant le parcours de soins de ces asthmatiques et de savoir pourquoi. Par exemple, ces asthmatiques ne bénéficient pas de biothérapie. Alors, ça peut être parce qu'il y a une méconnaissance du diagnostic de l'asthme sévère, parce que ces asthmatiques ne sont pas forcément référés à un spécialiste ou un centre d'expertise, mais aussi peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'indication à ces biothérapies ou parce qu'il y a un refus du patient. Enfin, quatrième constat, le parcours de soins de ces patients asthmatiques sévères. Alors là, les données sont souvent très parcellaires et très vraisemblablement aussi, il y a des disparités régionales et nationales. Alors, si l'on se réfère à cette enquête IFOP qui est parue l'année dernière, qui a été menée chez des asthmatiques avec un pool d'asthmatiques sévères qui sont représentés ici en grisé. On estimait que 84% des asthmatiques sévères en France étaient suivis par un médecin généraliste et seuls 37 à 38% étaient suivis par un pneumologue, qu'il soit libéral ou hospitalier. Et ces données sont concordantes avec ce qui se passe dans d'autres pays, comme notamment au Danemark, comme en témoigne cette étude, où l'on voit que seulement 36% des asthmatiques sévères non contrôlés sont référés aux spécialistes. Alors, d'après les données IQVIA toujours de 2018, donc qui est basée sur l'historique des prescriptions médicamenteuses, en Nouvelle-Aquitaine, en 2018, on estimait que 53% des asthmatiques sévères étaient suivis exclusivement par le médecin généraliste, 4% par un pneumologue libéral, 5% par un pneumologue hospitalier. Et si l'on s'attache au suivi conjoint, 13% sont suivis par un médecin généraliste et un pneumologue libéral, 20% par un médecin généraliste et un pneumologue hospitalier, et un suivi tripartite médecin généraliste, pneumologue libéral, pneumologue hospitalier, c'est 5%. Donc ça peut porter à réflexion. Enfin, après une hospitalisation pour asthme, donc qui est un événement quand même marquant dans la vie d'un asthmatique, on voit que peu de patients sont référés aux spécialistes. Alors, c'est particulièrement vrai chez les adultes, c'est un peu moins vrai
chez les enfants. Et dans cette étude, on voyait que seulement 24% des asthmatiques étaient référés aux spécialistes après une hospitalisation et 36% seulement après 2 hospitalisations ou plus. Et dans cette étude, on constate également que peu de patients, environ 50%, recevaient un plan d'action écrit. Alors ça, c'est aussi vrai pour les adultes, c'est un peu moins vrai pour les enfants où le plan d'action est délivré de façon plus systématique. Et puis les données d'observance après une hospitalisation ou un passage aux urgences montrent très clairement que rapidement, beaucoup de patients, environ 50%, vont avoir tendance à arrêter leur traitement de fond ou à le diminuer. Donc ça souligne bien l'importance de systématiser l'adressage de ces patients, notamment après un événement marquant comme une hospitalisation, aux pneumologues, de façon à les sensibiliser aux facteurs de risque de l'exacerbation, de façon à prévenir de nouvelles hospitalisations, de les sensibiliser à une meilleure observance du traitement de fond. Et plus on est nombreux, plus c'est facile, plus on réaccède la même information, des fois ça reste dans le cerveau. Et puis aussi, ça montre qu'il faut aussi former la communauté qui va prendre en charge ces patients asthmatiques, de façon notamment à délivrer de façon plus systématique des plans d'action écrits pour éviter les exacerbations et pour savoir quelle est la conduite à tenir face à une exacerbation. Alors, un autre point qui m'a paru important de vous montrer, donc toujours d'après cette enquête IFOP qui est parue l'année dernière, c'est vers qui vont s'adresser les patients asthmatiques sévères lorsqu'ils ont besoin d'informations concernant leur pathologie. Alors, sans surprise, on va retrouver 87% des asthmatiques sévères qui médecin référent, le médecin généraliste, 66% vont chercher l'information auprès de leur pneumologue, mais une proportion non négligeable, 60% dans ce travail, va aussi se tourner vers le pharmacien ou va utiliser d'autres moyens d'information, d'autres moyens de communication, comme les réseaux Internet, les applications. Nos patients sont de plus en plus connectés, les associations de patients. Donc, ça souligne bien le fait qu'il est aussi important d'intégrer dans le parcours de soins ces différents intervenants et ces différents modes d'information ou de communication, notamment les labellisant un petit peu mieux. D'autant plus, toujours dans ce travail, que 30% des asthmatiques sévères à cette époque estimaient qu'il n'y avait pas de nouvelles thérapeutiques à leur proposer pour améliorer le contrôle de leur asthme. Donc, vraisemblablement aussi un manque d'information, une information qui n'est pas trouvée ou pas fournie. Donc, à partir de ces constats, on voit clairement que la prise en charge de l'asthme sévère n'est pas tout à fait optimale et qu'il y a bien sûr des pistes pour essayer d'améliorer cette prise en charge et de mieux la coordonner. Et c'est pourquoi, en fin d'année dernière, il y a 5 sociétés savantes, il y a 2 associations de patients, la Fédération française de pneumologie, la Fondation du Souffle, ont présenté ces 33 propositions que je vous ai résumées assez brièvement sur cette diapositive pour essayer de proposer une meilleure prise en charge de l'asthme et notamment de l'asthme sévère. Alors, ces propositions, en fait, elles vont s'axer sur 6 grandes thématiques, celle du parcours de soins, sur laquelle je vais revenir, celle de la lutte contre le tabagisme, et notamment lors de la grossesse, celle sur l'éducation thérapeutique, en essayant d'intégrer différents partenaires comme les pharmaciens, de former des patients asthmatiques experts. Le partage d'expériences est toujours profitable. Favoriser la pratique sportive et la connaissance de l'asthme au sein de la communauté éducative, car bien souvent, nos asthmatiques et nos asthmatiques sévères en particulier vont apporter une certaine stigmatisation de leur asthme, notamment au sein de l'école, au niveau social, lors de la pratique du sport. Et enfin, une lutte contre les facteurs environnementaux. Et là, j'insisterai particulièrement sur 2 de ces propositions, qui est celle de proposer un statut
et un financement pérenne des conseillers médicaux en environnement intérieur. On n'en parle pas assez, mais dans la pratique courante, ils nous sont très utiles pour pouvoir apprécier et évaluer l'environnement dans lequel vivent nos patients, où souvent on a parfois la surprise de découvrir un environnement qui est potentiellement très allergisant, avec des moisissures, qui vont avoir un impact sur la santé. Alors, si l'on revient sur certains éléments de ce parcours de soins, donc vous avez vu qu'il manque des données épidémiologiques et donc le développement de cohortes sur l'asthme sévère et la cohorte Palombe s'inscrit parfaitement dans ce cadre est fondamental pour mieux connaître cette maladie, pour mieux connaître la distribution sur le territoire, le parcours de soins de ces patients, comment ils sont traités, parce que ça modifie la prise en charge, ça l'améliore, ça permet de modifier aussi les politiques territoriales, régionales, nationales. Donc, le réseau de soins, il gagne à être mieux organisé. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il faut orienter plus systématiquement par le pneumologue, notamment après un passage aux urgences, des exacerbations, des hospitalisations. Ça peut être une infirmière qui rappelle le patient. Il y a des dispositifs qui fonctionnent assez bien dans d'autres pathologies, comme les dispositifs azalés. Enfin, on pourra y revenir peut-être plus longuement lors des questions, parce que je ne vais pas empiéter sur le temps de parole de Chantal, mais tout ça, ça marche bien, ça coordonne les réseaux. Développer le Prado, ça c'est un dispositif qui marche très très bien dans les pathologies cardiaques. On va faire un réseau au domicile après une hospitalisation. Ça a montré que ça permettait de diminuer les réhospitalisations. Il faut aussi systématiser les mesures de la fonction ventilatoire. Elles sont importantes pour évaluer un asthme sévère. Alors ça, c'est fait par le pneumologue, mais dans la BPCO, il y a eu des initiatives pour favoriser la formation d'autres intervenants à la spirométrie pour avoir une mesure du souffle. Il faut systématiser les plans d'action personnalisés. Il faut, les asthmatiques sont beaucoup sur Internet et connectés. Il faut labelliser certaines applications pour que l'asthmatique soit aussi acteur de son asthme, qu'il puisse évaluer lui-même son contrôle, savoir quand ça va pas. Il y a tout un plan aussi sur la coordination de l'asthme au cours de la grossesse, car depuis l'arrivée des pictogrammes, déjà nos femmes enceintes avaient tendance naturellement à interrompre leur traitement de fond, et depuis ces pictogrammes, elles ont encore plus incité à le faire. Donc, c'est important de communiquer auprès des différents intervenants, sages-femmes, obstétriciens, médecins généralistes, qui vont prendre en charge ces femmes enceintes pour les éduquer sur la prise en charge et ne pas interrompre leur traitement de fond. Et enfin, il faut aussi plus systématiser les réunions de concertation pluridisciplinaire asthme sévère. C'est fait depuis longtemps en cancérologie, ça s'est développé en pneumologie. Alors, au niveau local, le réseau fonctionne bien, mais peut-être pas partout au niveau national. Et ces réunions de concertation pluridisciplinaire, elles sont très utiles pour le pneumologue. Souvent, les dossiers asthme sévère, ce sont des dossiers difficiles et c'est intéressant de partager ces expériences, d'avoir un avis spécialisé. Ça permet d'aider à la discussion, à la décision sur le traitement de ces patients, d'aussi avoir un aval pour parfois des prescriptions ORAMM. Ces patients, c'est parfois intéressant aussi de les orienter vers des centres d'expertise asthme sévère pour aussi une aide à la décision thérapeutique, principalement pour inclure les patients dans des protocoles de recherche clinique, pour disposer d'explorations diagnostiques qui ne sont pas toujours disponibles par le pneumologue, pour confirmer le diagnostic d'asthme, pour mieux le phénotyper, comme par exemple les mesures du NO expiré, ou pour réaliser certains examens complémentaires pour les diagnostics différentiels ou les diagnostics associés à l'asthme, comme le syndrome d'hyperventilation, faire des mesures de VO2 max, etc. Et l'adressage, comme vous l'a dit Laurent, un centre qui a une expertise en asthme sévère, a démontré de façon significative qu'on améliorait le contrôle de l'asthme, qu'on améliorait la qualité de vie, puis qu'on diminuait aussi les visites chez le médecin généraliste pour l'asthme, mais aussi les visites chez le pneumologue, qu'on diminuait les exacerbations, les passages aux urgences et les hospitalisations. Donc, plusieurs pistes de réflexion, mais encore beaucoup de travail à faire
pour améliorer et mieux coordonner cette prise en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Docteur Rosier, c'est un topo passionnant et exhaustif sur plein d'idées à mettre en place, en pratique tous ensemble. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver. Je donne la parole maintenant au professeur Harrison qui va nous remettre dans le contexte en fait de ce développement de cette cohorte d'asthmatiques sévères dans notre grand sud-ouest. Professeur Harrison. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, les deux premières présentations étaient vraiment passionnantes et finalement, on voit qu'on a besoin de données et on a besoin de données pour analyser nos pratiques. Alors, il y a une première raison pour laquelle il faut une cohorte, un nouvel observatoire de patients asthmatiques sévères. Tout d'abord, comme ça a été mentionné en introduction par Adrien Leléon de la Fondation, c'est vrai qu'on a été probablement influencé par l'expérience précédente dans le cadre de la BPCO, où la création d'un observatoire a permis tout d'abord, d'une part, de fédérer les professionnels de santé autour d'une pathologie comme la BPCO, de travailler ensemble. Cet observatoire, il a permis effectivement d'analyser nos pratiques et de se comparer les uns aux autres et de se comparer par rapport aux recommandations. Et cet observatoire, il a également permis, et j'insiste parce que ce n'est pas toujours le cas des observatoires qui existent, de faire un retour au pneumologue sur sa patientèle. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le cadre d'un observatoire, les gens sont bénévoles, ils prennent du temps pour rentrer des données dans un observatoire, et donc il faut qu'ils aient un retour, il faut qu'ils puissent s'y retrouver. Et donc, on avait cet objectif de se dire il faut qu'il y ait un retour avec une analyse de la patiente. Donc, voilà ma déclaration des liens d'intérêt. Alors, ça a été mentionné tout à l'heure, la prévalence de l'asthme sévère ou de l'asthme qu'on appelait encore réfractaire, elle est difficile à appréhender aujourd'hui, mais moi, j'aime beaucoup cette étude que vous a montrée Laurent Guilleminault initialement, parce que cette étude qui a été faite, au départ, ils sont partis des prescriptions, donc c'est des bases de données médico-administratives, en prenant en charge tous les patients qui ont la définition avec le poids, la pression thérapeutique. Et ensuite, parmi les patients qui sont identifiés comme ayant un asthme sévère, un certain nombre de ces patients vont être convoqués, ils vont être vus, examinés pour vérifier l'observance et vérifier les techniques d'inhalation. Et ça, c'est original, puisqu'on part d'une analyse épidémiologique et on arrive finalement à la présentation clinique. Et ensuite, ils vont évaluer finalement effectivement cette prévalence que vous a montré Laurent, en se disant qu'on n'est pas très loin finalement de ce qui concerne les maladies rares. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'y a pas encore de centre de compétences labellisé pour l'asthme sévère. On espère l'obtenir dans le cadre du réseau Chrysalis INSERM, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette cohorte et qu'on développe ce projet. Mais on est vraiment sur une entité qui n'est pas très loin des autres maladies rares que vous connaissez, comme la fibrose pulmonaire, les pneumopathies infiltrantes diffuses, voire la mucoviscidose. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir pousser pour avoir des centres de compétences qui soient labellisés aussi et améliorer la qualité de prise en charge des patients. Alors, cette autre étude qui a été faite au Danemark, avec à peu près la même méthodologie, vous voyez que là, la fréquence des asthmes sévères parmi les patients asthmatiques, elle est plutôt de 8%, donc on est quand même sur une fourchette. Hein, et ils ont également, eux, fait cette différence avec une majorité de patients finalement qui avaient un asthme, on va dire, léger à modéré, bien contrôlé, qui ne pose pas de problème. Il faut rappeler que c'est la majorité des patients asthmatiques. Et puis également les patients qui vont poser des difficultés, parmi également les patients qui ont des asthmes légers à modérés, hein, on a tendance à l'oublier, et puis également les patients qui sont étiquetés sévères. Et dans le cadre de cette étude danoise, effectivement, ils avaient vu que
ils ont fait des recommandations par la suite pour améliorer le parcours de soins et essayer de faire la promotion de l'évaluation respiratoire spécialisée, puisque, comme vous l'a montré Anaïde, on avait 2/3 des patients asthmatiques sévères qui n'avaient jamais vu un spécialiste. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'extrapoler à la situation française? Et bien sûr, ça va rester des approximations, mais d'où on part? Je pense que c'est toujours bien de voir un petit peu d'où on part. Si on regarde la situation de l'asthme en général dans la population française, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, on avait l'IRDES qui faisait des études pour évaluer l'état de santé dans la population française à partir d'un échantillon représentatif. Donc, on avait une prévalence de l'asthme qui était de 5,8% en 1998. Ici, on est chez les adultes. En 2006, on était à 6,7%. Et Laurent vous l'a montré, sur l'étude que l'on a faite à SMAPOP, en 2018, on est à 6,4%. Ce qui est important peut-être de se remémorer, c'est qu'à ces moments-là, on avait seulement 39% de patients qui avaient un asthme bien contrôlé. Cette étude, elle avait déjà montré que l'asthme était vraiment un problème parmi les patients qui avaient des revenus, des faibles niveaux de revenus, un niveau socio-économique plutôt bas, et il y avait des disparités géographiques sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et puis aussi, seulement à ce moment-là, vous vous souvenez peut-être, seulement 12% des patients avaient consulté un pneumologue ou réalisé une spirométrie dans leur vie d'asthmatique. Et donc ça avait quand même ébranlé un peu tout le monde en se disant il va falloir quand même améliorer la situation. Et on avait déjà mis en évidence le poids des comorbidités, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, les patients asthmatiques n'ont pas que l'asthme à s'occuper et à prendre en charge, ils ont aussi d'autres comorbidités. Cela a été déjà abordé. Alors, dans cette étude ASthmaPOP, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Donc, dans cette étude qui a été faite sur la même méthodologie qui avait été faite par l'IRDES il y a quelques années, avec un échantillon représentatif de la population française, on retrouve, et avec les mêmes méthodologies de questionnaire, je pourrais y répondre tout à l'heure si vous le souhaitez, on a donc une prévalence de l'asthme actuel qui est de 6,4%, à 6,1% de patients qui ont un traitement pour asthme. Vous voyez que finalement, la notion de sous-traitement de l'asthme, de façon générale, est une notion qui est finalement ancienne. Elle était très importante il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on peut dire que dans notre pays, ce n'est plus le cas. Toutefois, quand on regarde maintenant la répartition du stade de sévérité en se basant sur le poids thérapeutique, et Laurent a déjà expliqué pourquoi la sévérité, elle était basée sur le poids thérapeutique, on voit que sur ces données, on a la moitié des patients asthmatiques qui ont un asthme sans traitement de fond, avec un traitement à la demande, c'est ce qu'on appelait avant l'asthme intermittent. On a des patients qui ont un asthme persistant léger, vous voyez, c'est 6,4%. Les persistants modérés, ils sont à 16,5%. Et les sévères et très sévères, ils sont ici, les GINA de palier 4, 23,8%. Et vous voyez que pour le palier 5, on retombe assez bien sur ce qui a été montré dans les travaux allemands et danois. On est à 3,8%. Là, on est vraiment sur des patients qui ont un traitement de fond maximal, comprenant la biothérapie et ou la corticothérapie générale, ou encore une trithérapie inhalée. Alors, ensuite, quand on regarde le niveau de contrôle selon les paliers du GINA, on voit globalement que par rapport à 2006, la situation quand même s'est améliorée, puisqu'on avait 2/3 des patients qui avaient un asthme qui était non contrôlé. Mais vous voyez qu'ici, on est quand même sur une grosse moitié entre les partiellement contrôlés et les non contrôlés. Et vous voyez que aucun stade de sévérité de l'asthme n'est épargné, y compris notamment parmi les plus sévères. Donc, ceux qui sont sévères par le traitement, ils sont également mal contrôlés sur le plan du questionnaire de contrôle. Et lorsque l'on va corréler cela à des éléments un petit peu plus tangibles, parce qu'on pourrait se dire, certes, c'est une étude qui est représentative, qui a été faite en population générale, les patients ont déclaré ce qu'ils prenaient comme traitement, que l'on n'a pas pu vérifier, comme souvent dans les études épidémiologiques. Mais lorsqu'on va corréler ce poids thérapeutique aux événements marquants comme les exacerbations, les visites aux urgences, les hospitalisations ou la notion de cure de corticothérapie autogérée par le patient, vous voyez que déjà sur l'ensemble de la population des asthmatiques, ce sont quand même des événements qui ne sont pas négligeables.
47,6% des asthmatiques ont eu au moins une exacerbation. 14% ont eu au moins une visite aux urgences, 3,1% ont été hospitalisés au moins une fois, 14,5% ont eu une cure de corticothérapie générale. Mais vous voyez que la proportion va augmenter pour être vraiment très, très importante parmi les patients qui ont un poids thérapeutique de GINA 4 ou 5, hein, puisque dans le palier 5, on a 65,4% des patients qui vont avoir au moins une exacerbation, plus la consommation de soins. Et ici, sur l'histogramme en bas, vous voyez qu'on a quand même des proportions de patients. Le pourcentage moyen, c'est bien, ça donne une indication, mais quand on regarde la distribution, vous voyez qu'on va avoir des patients qui vont avoir un très haut niveau d'exacerbation, hein, 28% qui ont entre 3 et 6 exacerbations, 19,2%, 7 exacerbations ou plus, et globalement, ça correspond peu ou prou à environ une exacerbation par mois. Hein. Donc ça, c'est quand même très important en termes de qualité de vie et de recours aux soins. Alors, la population asthmatique sur les données représentatives, majoritairement, ici, on est chez l'adulte, ce sont des femmes, donc ça, ce n'est pas nouveau, c'était connu. La moyenne d'âge, elle est de 48 ans. Vous avez ici la distribution. Et puis, surtout, vous voyez qu'on a quand même 13% des patients asthmatiques qui sont en ALD 14 pour l'asthme. Donc, on est quand même un petit peu au-dessus des 3,8% que je vous ai montré en palier de traitement. Donc, probablement que la prévalence de l'asthme sévère, elle se situe entre les deux, hein, puisque probablement que quand on met un patient quand même en ALD, c'est qu'il y a des critères de sévérité qui sont quand même importants. Et là, vous voyez également que dans cet échantillon, on avait 7,2% des patients qui étaient en ALD pour l'asthme et également en ALD pour une autre maladie, ce qui souligne également le poids des comorbidités. Et puis 10% qui bénéficient de la CME. Alors, pourquoi une cohorte et un observatoire d'asthme sévère dans le sud-ouest, dans le Grand Sud-Ouest? Aussi parce que depuis, donc là je ne vous ai pas repris l'historique des études épidémiologiques dans l'asthme, ça serait un peu fastidieux et un peu long, mais je voulais vous montrer ici cette partie droite de la photographie qui a été faite par Santé publique France et sur les études qui sont faites en milieu scolaire et qui a utilisé la méthodologie ISAAC, qu'on connaît bien, qui est un questionnaire validé, standardisé, qui est un protocole international. Et vous voyez ici qu'il y a une disparité très importante concernant la prévalence de l'asthme en France. La cartographie que vous voyez ici, elle est tout à fait superposable depuis maintenant des décennies, quel que soit l'âge, que l'on s'adresse aux enfants, que l'on s'adresse aux adolescents, que l'on s'adresse aux adultes. Dans le cadre de l'enquête européenne, on a toujours cette disparité avec plus d'asthme ici dans nos régions. Et donc, ça justifie aussi d'une certaine façon qu'on ait le développement de cet observatoire, même si on espère qu'après, on pourra avoir une extension bien évidemment nationale. Alors, ensuite, vous avez probablement suivi au cours de ces dernières années, on est passé dans le domaine médical, il y a souvent des phénomènes peut-être de mode, mais au-delà de la mode, de considération sur les études faites en sciences de façon générale. On est passé d'une période où on vénérait bien les essais randomisés, non pas que ça ne soit pas important, et tout le monde connaît l'importance des essais randomisés contrôlés, notamment pour l'obtention des AMM. Mais dans ce même moment-là, il y a quelques années, on jetait au panier les études observationnelles. Moi, j'ai connu la période, bon, j'ai toujours fait dans le domaine de la recherche de l'épidémiologie, où globalement, on disait, non, mais attendez, les observatoires, c'est pas robuste, c'est n'importe quoi. Donc, c'était assez péjoratif de vouloir développer les observatoires. Et au fur et à mesure de ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait un regain sur le développement des observatoires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de confronter la vie réelle, la pratique médicale, même s'il est vrai que les observatoires ont des biais, on pourra en discuter tout à l'heure. Et je voulais porter à votre connaissance cette étude publiée par Bran et collègues dans l'ERG en 2018, où ils ont comparé finalement des critères d'éligibilité de patients dans des essais cliniques concernant l'asthme sévère versus une cohorte observationnelle. Et simplement, donc, ils ont fait la synthèse des données ici des études et ils ont appliqué les critères d'éligibilité des essais thérapeutiques. Et simplement pour vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui est que finalement, dans les essais cliniques, on a des patients très particuliers, très bien sélectionnés. Et c'est bien qu'ils soient sélectionnés pour montrer ce que l'on veut montrer,
mais qui ne sont pas du tout représentatifs de la population en vie réelle. Et donc, dans cette étude, ils avaient conclu que seuls 9,8% des patients des cohortes d'asthmatiques sévères pouvaient être inclus dans les essais cliniques. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des deux, bien sûr des essais randomisés, mais on a également besoin de cohortes observationnelles pour pouvoir analyser la pratique médicale et voir quel est le degré d'extrapolation que l'on va avoir. Et un critère que vous connaissez bien, par exemple, notamment, c'est les antécédents de tabagisme. Très souvent, dans les essais cliniques, les patients qui ont un antécédent de tabagisme sont exclus pour éviter, bien sûr, le biais avec la BPCO. Alors, ces cohortes observationnelles, en fait, en France, probablement dans le domaine respiratoire, c'est un peu nouveau au niveau des pratiques médicales, mais sur l'asthme sévère, elles ont déjà commencé, puisque dans les cohortes anciennes, notamment la cohorte Ténor, qui est une cohorte américaine, déjà en 2006, ils avaient fait leur cohorte sur l'asthme sévère et ils avaient déjà montré que, par exemple, dans les patients asthmatiques sévères, il y a beaucoup plus de femmes, vous voyez, 2/3, avec un pronostic beaucoup plus péjoratif, et aussi des problèmes de surpoids, notamment ce dont déjà a parlé Laurent. Ces cohortes d'asthme sévère ont permis également de décrire des sous-populations et des phénotypes d'asthme, et ils avaient permis effectivement de décrire ces phénotypes d'asthme atopique, asthme allergique, des phénomènes également qu'on connaissait moins bien avant et qu'on connaît mieux, qui sont des patientes asthmatiques qui vont avoir un asthme à début tardif et qui ne seront pas allergiques. Et on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui, il reste un peu sur le bord de la route parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement thérapeutique concernant ces phénotypes d'asthme. Donc, les cohortes observationnelles, ça a une utilité. Et donc, ça a aussi une utilité parce que si on s'éloigne un peu et qu'on essaie de ne pas avoir un prisme trop local, ici, je vous ai repris une publication de 2020 de l'année dernière qui fait l'état des lieux des cohortes observationnelles sur l'asthme sévère en Europe. Vous voyez que les pays dans lesquels ça existe sont les pays en bleu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'observatoire national qui est développé. Alors, on sait qu'il y en a qui ont démarré, mais l'idée est vraiment de pouvoir participer à cette construction scientifique pour qu'effectivement, on puisse quand même apparaître sur la carte, d'où effectivement un point de départ régional à l'échelle de nos 2 grandes régions, et après, bien évidemment, d'autres collègues, d'autres régions qui ont déjà souhaité nous rejoindre, et on en est très contents. Et pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que si on regarde, par exemple, les critères d'inclusion de ces cohortes, il y a 11 cohortes européennes aujourd'hui qui se sont fédérées, on voit quand même qu'il y a des disparités déjà sur les critères d'inclusion. Vous voyez que la moitié de ces cohortes vont inclure les patients sur les données de la définition ERS-ATS que vous a montré Laurent Guimino tout à l'heure. Mais vous voyez que dans certaines cohortes, on va avoir des critères qui ne sont pas bien décrits. On va avoir dans d'autres cohortes des patients qui vont être inclus seulement s'il y a une prescription de thérapie ciblée. Donc, c'est quand même important de savoir quels sont les critères d'inclusion. Et pareil pour les critères de présélection des patients inclus dans ces observatoires. Vous voyez ici qu'on a 9% de patients qui sont inclus seulement quand ils sont dans des centres experts d'asthme, alors que dans d'autres registres ou d'autres observatoires, on va avoir des patients qui viennent de façon un peu plus large sur le plan du recours aux soins. Donc, ça permet quand même de se comparer. Et pourquoi c'est aussi important de se comparer? Je voulais vous montrer également les effectifs. Juste, on ne va pas partir ce tableau en revue, donc vous avez ici en haut les pays, et vous voyez ici les effectifs de ces observatoires, et j'attire votre attention là-dessus, parce que vous voyez très clairement que, on est probablement sur du volontariat comme toujours dans les observatoires, mais que la taille d'effectifs, elle varie beaucoup, et qu'on a probablement un recrutement beaucoup plus important, par exemple ici en Grande-Bretagne, ici en Suède, probablement qu'on est en 1 ou 2 centres avec vraiment des actions très, très spécialisées. Et je mets en parallèle finalement ce qu'on a fait dans PALOM BPCO, on a inclus plus de 3000 patients suivis sur 5 ans. Donc, je me dis que probablement que dans nos 2 grandes régions, ne serait-ce que pour la taille d'échantillon, on peut arriver à avoir un observatoire qui ne soit pas de taille ridicule et nous permette de décrire nos pratiques. Ensuite, à quoi ça sert d'avoir un observatoire? C'est de comparer les prises en charge et de comparer par rapport notamment aux autres pays. Là, j'ai choisi 2 exemples. Vous avez le premier exemple sur la partie gauche de la diapositive. Donc, vous avez ici les différents pays. Et ici, vous avez le traitement de fond de maintenance pour les asthmatiques sévères en fonction des pays.
voyez que d'emblée, si par exemple on prend avant la prescription d'un anti-IL-5, vous voyez que par exemple si on prend en rouge la corticothérapie orale, vous voyez qu'ici en Grande-Bretagne, la majorité des patients sont sous corticothérapie générale avant qu'on envisage une thérapie ciblée de type anti-IL-5. Par contre, dans d'autres pays, vous voyez que donc les stratégies thérapeutiques du positionnement des thérapies ciblées par rapport au parcours de soins dont a parlé Anaïs tout à l'heure, elles sont quand même très différentes. Ce qui est différent aussi, ce sont les doses moyennes de corticothérapie générale. On voit très bien que tout le monde n'a pas le même niveau de dose minimale efficace. Et ça, sur la partie droite de la diapositive, vous avez le traitement de fond des patients avant l'initiation d'une biothérapie plus ancienne qui est un anti-IgE. Et vous voyez que là aussi, il y a quand même des disparités. Il y a probablement des pays dans lesquels on passe d'abord par la case corticothérapie orale, puis la biothérapie intervient pour un meilleur sevrage, alors que dans d'autres pays, finalement, ça va être des patients pour lesquels on n'est pas passé forcément par la case corticothérapie générale. Donc, ça permet quand même de confronter les pratiques, alors qu'on a tous finalement les mêmes recommandations internationales. Laurent a parlé du GINA tout à l'heure, mais on a également des recommandations nationales qui peuvent varier sur d'autres stades d'asthme, mais qui varient un peu moins quand même concernant l'asthme sévère. Alors, il y a quand même des données sur l'asthme sévère en France, hein, il faut le dire, et en particulier, les premières publications qui ont été faites, c'est les publications qui ont été faites par le Collège des hôpitaux généraux, dont font partie notamment Laurent Portel et Cécilia Nossan, qui doivent être connectés, qui m'avaient demandé d'être là à titre de conseiller scientifique. Et vous voyez qu'il y a eu une très belle capacité de recrutement, parce qu'ils ont un très bon réseau et un maillage du territoire. Plus de 1500 patients asthmatiques sévères vus par le pneumologue en hôpital général, intégrés. Et là également, ça permet d'avoir une idée de sa patientèle. Donc, 2/3 de femmes, on retrouve ce qui a été montré précédemment. Mais on voit aussi que ce sont des patients vraiment qui sont sévères, plus de 65% qui ont plus de 2 exacerbations au cours des 12 derniers mois. 52% ont une histoire d'asthme aigu grave. Et puis, 16% étaient sous corticothérapie générale avec une dose moyenne de 19 mg. Et à ce moment-là, on a une prescription de la biothérapie la plus ancienne, l'omalizumab, qui était d'environ 26%. Donc, il y a effectivement des données qui existent. Et grâce à ces données, on a pu également faire une analyse en cluster, aussi pour se comparer par rapport à la littérature, ce dont vous a parlé notamment à la fois Laurent et Anaïg, pour se rendre compte que dans cette population, on a un premier cluster qui est attendu, qui sont les patients qui ont un asthme allergique depuis l'enfance et qui correspondent peu ou prou à la moitié de l'échantillon, 47%. L'autre moitié va se répartir de la façon suivante. 10% de patients qui ont un asthme de l'obèse, avec des comorbidités comme un syndrome d'apnée du sommeil. Ils n'ont pas du tout de notion d'atopie ou d'éosinophilie. Un troisième cluster avec un asthme d'apparition tardive également non atopique, non allergique, avec une fonction respiratoire très abaissée. Les asthmatiques éosinophiliques avec une polypose nasocinusienne, c'est 9,8%, et les asthmes induits par l'aspirine, 9,5%. Et donc, vous voyez qu'effectivement, dans cette population, on a des asthmes de phénotype T2 ici, voilà, c'est le cluster numéro 1, également le cluster numéro 4, le cluster numéro 5 également, mais vous voyez qu'on a quand même 30% dans cette population pour lequel on est coincé sur le plan de la thérapeutique et on est très embêté. Ils sont orphelins parmi la maladie orpheline, si je puis dire, et ceux-là, il faut pouvoir analyser les caractéristiques et proposer des prises en charge dans le cas notamment d'essais cliniques. Alors, donc pourquoi un observatoire? Parce qu'effectivement, on est dans 2 grandes régions où on s'entend bien depuis très longtemps, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, l'objectif, c'était de fédérer les pneumologues, quelles que soient les modalités d'exercice, puisque dans l'étude que je vous ai montrée précédemment, l'étude phase, donc c'est une très belle étude, mais elle concerne les hôpitaux généraux, et c'est une étude qui est transversale avec une photographie qui a été faite à un moment donné. Et donc, l'idée de l'observatoire palembasme sévère, c'est de pouvoir avoir un suivi longitudinal pour étudier bien sûr le parcours de soins des patients, les modifications des changements de traitement, les changements de biothérapie, etc. Donc, l'objectif est vraiment de décrire les caractéristiques et les phénotypes de ces patients asthmatiques, de décrire l'évolution et la réponse clinique, parce qu'il y a des patients qui répondent, il y a des patients qui ne sont pas répondeurs, pouvoir également évaluer les effets secondaires,
Décrire bien sûr ces trajectoires de patients asthmatiques sévères, ça c'est important pour avoir une meilleure compréhension. Et également décrire les comorbidités et bien évidemment, vous avez compris, pouvoir élargir l'observatoire à d'autres centres, à type de méta-analyse pour pouvoir fusionner les données avec d'autres bases de données. On l'a fait dans le cadre de la BPCO. Et puis, participer à des projets nationaux ou internationaux, puisque je vous ai montré la carte de l'Observatoire européen Charte, où la France ne figure pas pour l'instant. Et au-delà des aspects scientifiques, l'aventure Palombe, c'est également une aventure éminemment humaine, parce que si on n'était pas tous ensemble, on n'aurait pas pu construire cet observatoire. Donc voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à la construction de cet observatoire, au niveau du cahier d'observation, mais pas que, parce qu'il y a bien sûr les aspects médicaux, scientifiques, il y a également toute l'équipe de la fondation, qui nous ont vraiment aidés aussi à monter le projet en support, à la fois de communication, les aspects juridiques. Adrien a vraiment insisté sur le mécénat, et ça, c'est un élément très important, très utile pour nous pour continuer à faire de la recherche. Mais également les personnes qui m'aident au niveau de mon équipe de recherche Épicène, unité INSERM 12-19, avec Émilie Berthaud, notre attachée de recherche clinique, qui est Madame Qualité, qui déjà pour la BPCO allait rechercher dans les dossiers la qualité de remplissage du CRF, et bien évidemment toutes les personnes qui vont adhérer à notre observatoire et bien sûr les mécènes. On espère que voilà, on pourra continuer à développer cet observatoire. On est très content parce que, comme Laurent l'a dit en introduction, Laurent Nguyen, notre Conseil national professionnel nous a donné un label pour que ça puisse servir à la certification des pneumologues. Donc, on espère que ça va permettre une meilleure adhésion pour le développement de cet observatoire. Voilà, donc on est toujours un peu embêté quand on remercie tout le monde, on a toujours peur d'oublier des personnes parce que vraiment c'est une aventure qui est éminemment collaborative et qui a pour objectif de fédérer tous les professionnels de santé. Et comme l'a dit Anaïg, et je terminerai là-dessus, pour la première fois dans le cadre de ce livre blanc où on a initié avec toutes les associations professionnelles, mais également les associations de patients et notamment l'association Asthme Allergie, c'est pour la première fois, on espère pouvoir répondre aussi à une des propositions de ce livre blanc, qui est l'identification précise de l'asthme sévère. Il faut qu'on arrive vraiment à faire connaître cette entité qui est encore méconnue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Chantal pour cette belle présentation et qui montre vraiment l'intérêt des cohortes de vraie vie. Et donc, nous sommes dans les temps, nous avons le temps pour quelques questions. Je crois que des questions sont apparues sur le chat avant de laisser la conclusion au docteur Benjamin Davilé pour l'ARS. Donc, on va commencer par les questions. Alors, une question, notamment sur ce dernier, sur l'observatoire. Est-ce que la mesure de la qualité de vie, va-t-elle être inclue dans l'observatoire? Alors, oui, effectivement, on a proposé un questionnaire de qualité de vie, mais on ne l'a pas rendu obligatoire parce qu'on sait effectivement que, en fonction du professionnel de santé ou du patient, on ne voulait pas que ce soit trop fastidieux, mais effectivement, c'est prévu, tout à fait. Oui. Je crois qu'il y avait une question d'Alain Bernadi sur l'intervention des pharmaciens dans la prise en charge de l'asthme sévère. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Alain Bernadi. Oui, très bien. Juste en fait, je pense que dans le parcours de ces patients, qui est un parcours un petit peu compliqué, et puis c'est vrai qu'on a envie en fait d'une pluridisciplinarité autour de la prise en charge de ces patients, et le pharmacien joue certainement un rôle clé. Alors, j'ai bien vu les réponses qui étaient données, mais en même temps, en pratique, c'est un petit peu ce qui nous manque, c'est-à-dire le retour de quand c'est fait. En fait, moi, personnellement, je ne savais pas que le pharmacien pouvait intervenir et je regarderai les textes de l'ARS avec intérêt. Et puis surtout, c'est comment on trace en fait la participation du pharmacien dans ce parcours de soins. C'était surtout ça. Et moi, je pense que c'est vraiment une donnée importante dans le suivi de ces patients. Oui, moi je pense qu'effectivement, Alain, tu as raison. Je pense que l'idée, en fait, il y a des dispositifs et le rôle de chacun a
existe. Probablement que ce qui nous manque, et c'est pour ça que l'observatoire est important, et puis également, c'est de pouvoir centraliser aussi les informations pour que les gens puissent s'y repérer, puisqu'on voit bien que dans la pratique médicale, parfois tout le monde n'a pas toutes les bonnes informations. Je pense que ça va être important, une fois qu'on aura les données de notre observatoire, de pouvoir aussi aller voir les pharmaciens au niveau régional pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser justement ce fameux parcours de soins en pratique, pour que ce ne soit pas uniquement une idée qui soit théorique ou au cas par cas, mais comment est-ce qu'on optimise leur participation. Et elle est en effet, elle est importante, elle a toujours été importante dans la prise en charge de façon générale. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais dans l'asthme sévère en particulier, sur la dose de corticothérapie générale, sur l'éducation thérapeutique, on sait que voilà, il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont leur place. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord de commencer à se fédérer, on va dire nous, de s'organiser, de pouvoir proposer un guichet unique sur le parcours de ces patients. Et ensuite, bien évidemment, pouvoir intégrer d'autres professionnels de santé largement au dispositif. Mais Anaïk, peut-être tu veux compléter. Oui, c'est vrai que le pharmacien, il a un rôle qui est très important dans ce parcours de soins, parce que les patients, c'est un des acteurs qui vont voir et à qui ils posent des questions. Je pense qu'il a surtout un intérêt, d'une part, dans le dépistage d'un asthme contrôlé, un non contrôlé, quand un patient vient acheter de la ventoline toutes les semaines, c'est que son asthme n'est pas contrôlé. Alors, des fois, ça arrive, certains pharmaciens prennent leur téléphone et si le patient a un pneumologue référent, il l'appelle en disant, voilà, votre patient, il a consommé un tube de ventoline en une semaine. Donc, il le sensibilise. Et puis, il a un rôle aussi qui est très important dans la vérification de la technique de prise. Mais je suis d'accord avec Alain, on n'a pas souvent ce retour des pharmaciens. Alors, je crois qu'on avait aussi une réponse du docteur Davillier sur l'action des pharmaciens via le dossier pharmaceutique. Oui, peut-être juste quelques mots pour réagir sur ce qui est en train de dire et d'être dit sur les pharmaciens. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train qui se sont développées ces dernières années, qui ne méritent qu'à être connues et qui apparaissent dans les différents territoires. Et donc là, en l'occurrence, vous soulignez le rôle important que jouent déjà un certain nombre de pharmaciens et que pourraient jouer dans d'autres territoires, d'autres pharmaciens. Et donc là, il y a le dossier pharmaceutique, qui est quelque chose qui est très utile, notamment sur ce qui est observance, tout ce qui est interaction médicamenteuse, qui a été développé, qui marche très bien et qui sera articulé demain avec d'autres outils. Et vous avez peut-être entendu parler donc, de la grosse plateforme espace numérique de santé que tous les Français auront dès l'année prochaine. Voilà, et ça sera articulé avec ce dossier pharmaceutique qui fonctionne bien, mieux que le DMP, pour ceux qui ont aussi créé leur DMP. Et voilà, ces deux dossiers seront évidemment articulés. C'est vrai que le dossier pharmaceutique pourrait être important aussi, par exemple, pour la corticothérapie, le nombre de cures reçues dans l'année. Moi, je trouve que c'est une information qu'on a beaucoup de mal à avoir parce qu'on n'a pas forcément le retour au moment, forcément, bien sûr, du médecin généraliste. Le patient, souvent, moi, je trouve que le patient ne sait pas exactement combien de cures il a eu et c'est assez déterminant quand même pour notre décision de prise en charge et de thérapeutique ultérieure. Donc, c'est vrai que le rôle du pharmacien serait un rôle pivot et pourrait vraiment nous aider, je trouve, à améliorer tout ça. Une question, si c'est possible, Chantal, peut-être plus pour toi cette question. Quel lien tu peux voir entre les RCP que tu as mis en place et qui rendent bien service à tout le monde sur l'asthme et l'asthme sévère et cet observatoire, hein? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un glissement de ces dossiers finalement qui sont discutés au cours de ces staffs et de ces RCP vers l'observatoire? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée et je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que tous les dossiers qui sont présentés en RCP, d'asthme sévère, je pense qu'ils ont vocation à pouvoir être intégrés dans cet observatoire. Oui, tout à fait. Les dossiers sont effectivement très complets et ça nous permettra d'avoir un suivi de nos pratiques
au niveau de la prise en charge de ces patients, hein, notamment dans le suivi. Je crois que M. Bachir, il y avait une question. On va lui donner la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord pour toutes ces présentations très riches et enrichissantes. Professeur Guillaume Hinault l'a mentionné, et que malgré la gravité de la pathologie, un certain nombre de patients restent non observants. Est-ce que cette partie doit être mesurée dans l'observationnel Palombe? Si oui, comment? Merci. Oui, effectivement. Alors, on a prévu effectivement d'évaluer l'observance avec quelques questions. Alors, l'observance, elle sera forcément évaluée par le pneumologue, mais on a prévu effectivement de pouvoir évaluer l'observance sur des questions par rapport notamment aux oublis de traitement, hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir effectivement appréhender parce que dans notre base, bien évidemment, il va falloir faire la part des choses entre des patients qui ont un asthme difficile et des patients qui ont un asthme sévère. Voilà. On sait que la frontière, elle n'est pas évidente et donc il va falloir effectivement pour certaines analyses, certaines typologies de patients pour pouvoir effectivement être pratiquement sûr qu'on s'adresse à des patients effectivement qui ont une bonne observance de leur traitement. Et si en plus on a la chance l'année prochaine d'avoir accès au dossier pharmaceutique dont parlait le docteur Davillet, je pense que ça va être des outils qui vont être importants à intégrer justement sur ces données sur l'observance, bien évidemment. Avec l'accord du patient, je pense que vous savez qu'un observatoire, il a vocation à évoluer, comme on l'a fait dans Palombe, c'est-à-dire qu'on part, et ça je pense que c'est un point important, on part d'une base qui est valable à un moment donné en fonction de l'état de la littérature, et on peut le faire évoluer au cours du temps. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des développements dans tel ou tel domaine, on peut mettre des briques additionnelles pour pouvoir adapter l'observatoire. On avait parlé, le docteur Rossi avait parlé des conseillers en environnement intérieur et docteur Davillet, vous aviez envoyé un message disant qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait presque une dizaine de conseillers en environnement intérieur qui étaient financés par l'ARS Nouvelle-Aquitaine avec un lien, du coup, j'imagine, pour pouvoir les cibler ou y faire appel. Tout à fait. Alors ça, vous le savez mieux que nous, l'importance de l'environnement intérieur pour tout ce qui est sensibilisation des gens au domicile avec des conseils personnalisés. Il y a donc ce métier qui a émergé il y a quelques années, donc de conseiller en environnement intérieur. Et vous l'avez évoqué, et ça fait partie d'une de vos propositions. Donc il y a un modèle économique pour ce métier qui est salutaire. Vous, les professionnels, vous adressez les patients envers ces conseillers. Voilà, en attendant qu'il y ait une courroie de transmission officielle. Depuis quelques années, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on utilise nos marges régionales pour financer des conseillers. Et on est en train de travailler avec l'école de hautes études en santé publique sur un rapport justement sur l'évaluation de ce métier. Voilà, pour faire un petit peu le point, parce que les prestations sont diverses selon les conseillers, selon les territoires, selon les régions de France. Et donc, peut-être pour capitaliser sur les meilleures pratiques, voilà, on se fait appuyer donc, par des chercheurs. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et c'est vrai qu'on est très content de le savoir parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on a eu quand même à un moment donné un petit point d'inquiétude où on avait pratiquement plus de conseillers médical en environnement intérieur. En tout cas, au niveau de la Gironde, c'était assez compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très bien de savoir qu'on a autant de conseillers. Et du coup, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de collègues qui sont autour du Zoom qui n'étaient peut-être pas au courant. Et donc, ça souligne l'importance de pouvoir partager et centraliser aussi les informations autour de cette prise en charge parce que, bon, dans beaucoup de maladies respiratoires, on sait l'importance de l'environnement, mais en particulier dans l'asthme sévère, c'est vrai qu'avoir un inventaire qui soit standardisé, fiable sur ce qui se passe à la maison nous aide quand même énormément. Voilà, je crois qu'on avait aussi des liens sur la cartographie des programmes d'éducation thérapeutique et puis aussi l'application Asthme Active de l'assurance maladie. Merci pour les liens. Peut-être qu'il serait intéressant de colliger tous ces liens et les envoyer à tous les participants de la réunion parce que ce sont des informations importantes. Et Adrien nous dit
pas de problème, on va le faire. Alors, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, mais ça peut quand même, il peut y avoir des questions aussi après. Je crois que Adrien avait préparé une mini démo du portail Palombe. Donc, elle est sans son, hein. Elle a été faite pour pouvoir la commenter en direct. Donc là, vous arrivez sur le site Palombe avec les 2 entrées BPCO et asthme sévère. Vous avez évidemment une page de présentation publique, hein, pour tous les visiteurs du projet, avec les partenaires qui sont impliqués, une rubrique actualité, et évidemment pour les professionnels de santé, un accès sécurisé pour suivre sa patientèle, inclure de nouveaux patients, réaliser des visites de suivi sur des patients déjà inclus. Voilà, donc c'est simplement un avant-goût, voilà, avec un formulaire, un CRF qui est construit par onglet, qui est relativement assez ergonomique. Voilà, donc là vous avez quelques détails. Je vais pas tout vous présenter. C'est simplement, voilà, pour vous ayez un aperçu des différents champs, voilà, qui sont différenciés en fonction de la nature des questions. Et puis, ce qui est très intéressant, à la fois à l'échelle de la cohorte, mais à l'échelle aussi du professionnel de santé, c'est l'accès à un module statistique qui permet d'analyser, d'identifier des données à l'échelle de sa propre patientèle, mais aussi à l'échelle de l'observatoire. Merci Adrien pour cette présentation de la plateforme en direct et en pratique. Je crois qu'on est dans les temps, c'est parfait. Et donc Magali, on va pouvoir lancer la prochaine intervention, celle du docteur Dallier. Oui, RS Nouvelle-Aquitaine, une petite synthèse et la clôture de ce lancer de Palombe. Je vous remercie grandement à la fois pour votre invitation et à la fois pour l'honneur que vous me faites de me permettre de conclure. Donc, tout d'abord, la Fondation Bordeaux Université, M. Le Léon. J'ai beaucoup de plaisir à écouter donc, les 3 présentations de qualité donc, du professeur Guillemino du CHU de Toulouse, du docteur Annick Ozier donc, du Saint-Augustin et du professeur Chantal Rahérisson. Je dois vous dire que la communauté donc, des professionnels dans les pathologies respiratoires, vous nous scotchez à l'ARS. Déjà l'an dernier, vous nous aviez invités sur la BPCO et on avait été vraiment agréablement surpris de la qualité de votre animation et de vos propositions, tant au niveau régional qu'au niveau national, avec des propositions extrêmement construites. Et là, sur l'asthme, vous réitérez. Voilà, avec 33 propositions qui ont été formulées. Et là, un observatoire, Palombe, donc sur l'asthme sévère, sur quelque chose qui a des gros enjeux de santé publique. Voilà, ça a été évoqué tout à l'heure, mais pour remettre les chiffres en perspective sur ce problème de santé publique, on a environ en Nouvelle-Aquitaine 450 000 personnes qui sont atteintes d'asthme et 50 000 personnes, environ 40-50 000 personnes sur l'asthme sévère. Donc, c'est une problématique qu'il nous faut collectivement traiter. Et la problématique de l'asthme, on est vraiment content de voir que les traitements évoluent. Il y a énormément de choses qui sont sorties depuis que moi j'ai passé l'internat à Toulouse d'ailleurs. Et on a vu que l'enjeu de la mortalité, voilà, c'est quelque chose qui diminue et on s'en réjouit au fur et à mesure des années. En revanche, on constate que cette maladie chronique, avec des forts retentissements fonctionnels, on a un certain nombre encore de challenges à régler. Donc, a été évoqué donc, les hospitalisations, les soins urgents, donc les problématiques de qualité de vie. Et ça, en tant que professionnel isolé, on ne peut pas y répondre tout seul. On a besoin de partager les uns avec les autres, de s'entraider, de mettre en commun. Et donc, j'ai essayé tout au long de cette présentation donc, de vous distiller dans la discussion, dans le chat, donc un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont parfois méconnus, qui sont à votre disposition, à vous de vous en servir. C'est des boîtes à outils en fonction de vos besoins sur les territoires. Parce qu'on constate que l'asthme, et notamment pour les patients les plus complexes, les patients sévères, donc c'est une affaire de médecins généralistes, mais pas seulement. On a là l'association des pneumologues libéraux qui sont présents, des professionnels d'établissements publics, d'établissements privés. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur la Nouvelle-Aquitaine, donc quand même une région de 6 millions d'habitants, on a 300 pneumologues. Donc voilà, donc à 300, ça fait relativement peu.
À ça, on a environ 7000 kinésithérapeutes. On a parlé d'une dizaine donc, de conseillers en environnement intérieur qui sont financés par l'agence. Heureusement, il y en a d'autres. Mais sur la prise en charge de l'asthme sévère, vous le savez, maladie complexe, on fait intervenir aussi d'autres professions, des allergologues, des ORL, des psychologues, des diététiciens, des addictologues, parce qu'il y a des changements de comportement à obtenir. Donc, un certain nombre d'actions sont mises en place chaque année. On ne cite plus Moi sans tabac, avec l'aide de Santé publique France qui diffuse des supports de communication, et on vous remercie grandement de les diffuser. On a cité donc les initiatives de l'assurance maladie, l'application Asthme Active, Sophia aussi, avec un service où on a au téléphone des infirmiers qui peuvent donner des conseils personnalisés aux patients, donc aussi quelque chose d'intéressant. Là, je salue le docteur Bernardi, du SSR Tokieder, qui a pris la parole tout à l'heure. Donc, on a une vingtaine de SSR respiratoires sur la Nouvelle-Aquitaine qu'on est en train d'accompagner, donc là, sur le virage de la télésanté. Même si Tokieder n'avait pas besoin de nous, ils l'ont anticipé un tout petit peu avant et on s'inspire de ce qu'ils ont su faire et on les en remercie. Peut-être on a une avancée du système avec un décret qui est sorti le 3 juin, donc il y a quelques jours, qui fait passer le cap dans les textes, non plus de la télémédecine, mais on parle de télésanté. Parce que tous les professionnels de santé, ça y est, accèdent à cette nouvelle modalité d'exercice qui vous permet d'aller apporter des soins aux patients, y compris à distance, et faire bénéficier d'expertise. Et là, on l'a compris avec les chiffres de démographie que je vous ai donnés, qu'au final, les professionnels de ces maladies, vous êtes peu nombreux pour beaucoup de patients. Et ces patients, en fait, compliqués, c'est 10% qu'il faut aller chercher. On sait que si on ne va pas vers eux, si on ne se coordonne pas, on n'arrivera pas à améliorer ces chiffres de santé publique et à répondre à ce challenge collectif. Alors, je vais peut-être faire la promotion de 2 dispositifs supplémentaires qui, selon moi, sont des dispositifs d'avenir. À la fois donc, les CPTS, donc les comités professionnels territoriales de santé, voilà, qui sont en train d'exploser sur la Nouvelle-Aquitaine avec un certain nombre d'initiatives et des modalités de financement, des enveloppes qui sont prévues sur des projets de santé publique. Et ça permet notamment aux libéraux, mais pas seulement, de travailler des projets. Et on vous invite, vous, les professionnels de la maladie respiratoire, à vous emparer des enveloppes de coordination sur les parcours des patients, sur la prévention, parce que ce sont des choses qui vont vous permettre de mettre en place sur les territoires des choses intelligentes et adaptées à l'environnement que vous connaissez. Voilà, je vous ai mis en lien les modalités financières parce que le système de santé a prévu des enveloppes pour vous permettre de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'alors pour nous parce que, en tant qu'administration, c'était difficile de contractualiser avec chacun des libéraux. Voilà, là, on vous permet de vous organiser au niveau de territoire pour vous accompagner des projets de santé publique intéressants et bien pensés. Et peut-être faire la promotion d'un deuxième dispositif. J'ai envoyé le lien tout à l'heure, donc on ne les présente plus, mais sur la coordination, ce sont des acteurs incontournables maintenant, qui sont les dispositifs d'appui à la coordination. Et là, avec l'épidémie de Covid, là, je tire mon chapeau notamment au professeur Ahérisson qui a su, tout au long de la crise, donc, nous apporter son expertise et ses conseils dans les différentes structures qu'on a essayé de mettre en place pour accompagner les professionnels sur le terrain. Et donc là, quelque chose qui a été défini par le ministère de la Santé, c'était la mise en place de cellules de coordination post-Covid qui sont portées par les DAC-PTA. Je vous ai mis le lien de notre site internet que nous avons fait sortir il y a quelques jours. Un communiqué de presse sortira bientôt. Et si je vous parle de ça, qui est un petit peu en biais par rapport à l'asthme sévère, c'est surtout pour vous dire qu'on a travaillé activement avec ces dispositifs d'appui à la coordination. Donc, il y en a un par département avec un certain nombre de professionnels qui sont à votre service, vous, professionnels de santé, mais également patients et associations de patients que je salue parce que je sais qu'ils sont avec nous aussi ce soir. Et donc là, ces dispositifs d'appui à coordination, on a formé dans les équipes à chaque fois des référents pour un petit peu plus les spécialiser sur les maladies respiratoires. Donc, ça a été fait en lien avec le réseau respiratoire régional Aquirespi pour que ces gens-là connaissent un petit peu votre organisation, vos besoins et sachent orienter les patients vers le bon professionnel, créer des dossiers sur PACO-Globule, qui est quand même l'outil régional de coordination, à chaque fois sur les patients les plus complexes qui vous nécessitent, vous, de vous coordonner. Et donc, voilà, là, on y travaille. On sait que pour cette fin d'année et assurément l'an prochain, vous pourrez compter sur les DAC-PTA pour un véritable appui sur les maladies respiratoires. Et donc là, on est en train d'y travailler particulièrement sur l'ABSPCO, l'asthme et vous l'avez compris, les séquelles de Covid. Donc, saisissez-vous de cet outil qui est à votre disposition dans les territoires, rapprochez-vous d'elle, faites-vous connaître et co-construisez avec vous les parcours des patients.
Et donc voilà, et donc nous on est en grande attente des résultats qui vont être alimentés tout au long des années qui arrivent de cet observatoire Palombe-Asme-Sévère et qui, j'en suis sûr, nous apportera beaucoup de connaissances supplémentaires pour encore s'améliorer sur la coordination et les parcours au bénéfice des patients asthmatiques. Je vous remercie encore pour cette délicieuse soirée. Merci beaucoup, merci pour votre intervention et puis merci pour toutes ces informations qui sont utiles sur les différents moyens qui sont à notre disposition pour coordonner, pour communiquer entre nous et c'est très important. Bon, ben écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette réunion. Merci aux intervenants pour leur présentation. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour déjà l'inclusion et la participation à la cohorte. Et puis j'espère des premiers résultats. Et bien sûr, on vous tiendra au courant.